Quoi que vous fassiez, faites confiance à vos instruments. Ce point a été martelé à tous les pilotes lors de leur formation initiale. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils devraient en réalité faire exactement le contraire? Quelqu'un s'exprimera-t-il et quelles en seraient les conséquences? Restez à l'écoute. Le 14 novembre 1990, à l'aéroport de Milan-Linate, dans le nord de l'Italie. C'était un début d'après-midi nuageux lorsque deux pilotes d'Alitalia descendirent de leur taxi et entrèrent dans le bâtiment du terminal du deuxième aéroport de Milan, alors récemment rénové. Ces pilotes avaient déjà effectué ensemble quelques vols la veille. Ils se connaissaient donc relativement bien et ils se préparaient maintenant à effectuer ensemble 4 autres vols en soirée. Vers 13h, heure locale, ils sont entrés dans la salle d'équipage et ont commencé à consulter leur matériel de briefing pré-vol. Et pendant qu'ils faisaient cela, on leur a dit que l'avion qu'ils allaient repiloter, un élégant McDonnell Douglas DC-9 de 16 ans, les attendait déjà sur l'aire de stationnement. Les pilotes ont pris note de cela tout en continuant à consulter la météo, les NOTAM et les plans de vol pour les 4 prochains vols, où le premier les emmènerait de Milan-Linate à Francfort en Allemagne. Ils retourneraient ensuite à Linate, suivis de 2 vols plus courts vers Zurich et retour. Une journée assez standard, relativement courte si tout se passait selon le plan. Le temps au nord des Alpes semblait un peu nuageux, avec quelques averses de pluie et des vents légers de l'ouest à leurs 2 destinations, mais la visibilité était généralement bonne. Le seul problème était qu'il semblait qu'un peu de brouillard commençait à se former au-dessus de Linate pour leur dernière étape, ce qui bien sûr pouvait poser quelques difficultés. Cependant, aucun autre problème réel n'était attendu. Les pilotes ont alors rapidement informé leurs 4 membres d'équipage de ce qui les attendait pour la journée. Le commandant de bord était un citoyen italien de 47 ans, avec environ 10 200 heures de vol au total. Il avait commencé sa carrière dans l'armée, mais avait ensuite rejoint la compagnie nationale italienne Alitalia, où il avait piloté le DC-8, le DC-9 et le Boeing 727 avant d'obtenir finalement son commandement. Cela signifiait qu'il avait un peu moins de 3200 heures d'expérience sur ce type particulier, mais seulement environ 1200 heures en tant que commandant de bord dessus. Son collègue, le copilote, pour ce jour-là, était nettement moins expérimenté, avec un temps total de seulement 831 heures. Il était également italien et au moment de ses vols, âgé de 28 ans. Il avait débuté sa carrière de pilote professionnel l'été précédent suite à sa formation à l'Académie de vol d'Alitalia. Maintenant, nous ne savons pas vraiment comment ces pilotes ont travaillé ensemble pendant la journée précédente. Mais compte tenu de la grande différence d'expérience et de la formation militaire antérieure du capitaine, il est probable que le gradient d'autorité était très élevé ici. Dans tous les cas, dès que le briefing pré-vol a été terminé, ils se sont tous rendus à l'avion qui était arrivé à Linate plus tôt dans la matinée. Et lorsque le commandant de bord est entré dans le cockpit et a commencé à parcourir le journal technique, il a vu que le commandant précédent avait noté 2 remarques, toutes 2 concernant le système de navigation et de pilote automatique. La première disait VHF-NAV2 en position radio sélectionnée 2, VHF-NAV2 ne donne pas d'indication de vert sur HSI2. Et en position d'approche, pas d'indication de vert sur HSI2 non plus. Et la deuxième remarque disait approche simulée catégorie 2. À 200 pieds, le pilote automatique déviait sous la trajectoire de descente, puis y revenait, suivi d'une plongée prononcée. Le pilote automatique a été désactivé et nous avons continué à voler manuellement. Lorsque les ingénieurs à Linate ont été informés de ces problèmes, ils ont commencé par échanger les 2 récepteurs radio NAV pour voir si cela rectifierait la panne. Et après cela, ils ont autorisé l'avion à partir après l'avoir rétrogradé pour des approches catégorie 1 seulement. C'est une chose assez étrange à faire, mais je suppose qu'ils voulaient simplement vérifier si c'était les récepteurs ou les instruments qui causaient les problèmes. Et cela faisait de toute façon partie d'un système redondant. Donc, à part ces problèmes, l'avion était en bon état de fonctionnement et après avoir terminé leur préparation, l'équipage a décollé pour leur premier vol à 14h07 initialement sans aucun autre problème. Nous ne savons pas qui étaient les pilotes en fonction et pilotes surveillants lors de ces 2 premiers vols, mais compte tenu du fonctionnement habituel des pilotes. Le commandant de bord a probablement piloté la première étape et le copilote les 2 suivantes. Parce que nous savons qu'il était le pilote en fonction pour le 3e vol lorsque les vrais problèmes ont commencé.
Dans tous les cas, le seul problème technique noté après le premier vol vers Francfort était un projecteur de sol cassé qui a ensuite dû être changé pendant le retournement. Mais pendant le deuxième vol de retour vers l'INAT, ces mêmes problèmes avec le rayon de navigation ont été observés une fois de plus. Cette fois-ci, la panne est survenue lorsque le sélecteur NAV était sur la radio 1 plutôt que la radio 2, contrairement à avant. Alors, qu'est-ce que cela signifiait alors? Pour comprendre cela, il faut examiner de plus près le rayon de navigation du DC9 et la configuration du système. Et c'est un peu complexe, alors soyez patient avec moi. Il y avait deux radios de navigation Very High Frequency installées qui pouvaient être réglées pour recevoir des signaux des stations VOR. Ce sont des balises omnidirectionnelles qui envoient des informations sur le relèvement exact d'un avion par rapport à la balise, en utilisant quelque chose connu sous le nom de radial. Il y a 360 radiales disponibles, autant qu'il y a de degrés dans un cercle, en d'autres termes, et avec l'aide des sélecteurs de base sur les instruments de l'indicateur de situation horizontale, HSI de l'avion, des radiales spécifiques peuvent ensuite être choisies pour naviguer. Mais bien sûr, pour utiliser ces radiales, il est important de savoir dans quelle direction l'avion se déplace, car il pourrait être situé sur la même radiale, soit en allant vers ou à partir de la balise. Et c'était l'indication que l'équipage précédent et maintenant ses pilotes avaient observé un dysfonctionnement sur l'un des récepteurs. Maintenant, en plus de recevoir des signaux VOR, ces radios de navigation peuvent également être réglées pour recevoir des signaux d'un émetteur ILS, qui envoie des signaux de localisation pour aider à guider l'avion vers une piste et des signaux de pente de descente pour guider l'avion horizontalement vers la zone de toucher. Mais que faisait alors cette unité de commutation NAV qui a été mentionnée dans le journal technique? Eh bien, en gros, elle décidait quelle information de quelle radio de navigation serait transmise aux instruments du pilote. Avec le commutateur sur la radio 1, tous les instruments, c'est-à-dire le HSI 1 et 2 et l'indicateur de direction automatique, ADI 1 et 2, recevraient leurs signaux du récepteur NAV1. Et par la suite, sur la radio 2, l'inverse se produirait, et tous les instruments recevraient leurs signaux de la radio 2 à la place. Mais lorsque le commutateur était réglé sur approche, les instruments du commandant de bord HSI et ADI, un recevraient leurs signaux de la radio NAV1 et les instruments du copilote recevraient leurs signaux de la radio NAV2. Cela permettrait de diviser les informations lors de l'approche, aidant à identifier d'éventuelles défaillances. Il y avait aussi une autre caractéristique de ces radios de navigation qui allait bientôt jouer un rôle énorme. Les anciens instruments analogiques effectuaient en permanence des autotests sur leur propre sortie pour fonctionner correctement. En cas de défaillance détectée, l'indicateur de l'instrument associé se rétracterait et un drapeau de panne le remplacerait. Informer les pilotes que cette partie de l'instrument n'était pas fiable. C'était évidemment crucial. Mais vers 1975, donc bien avant ce vol, on avait découvert que certains récepteurs radio NAV avaient un petit défaut en eux. Vous voyez, un inconvénient majeur avec les systèmes ILS analogiques était que lorsque aucun signal de sortie n'était produit par le récepteur NAV. Eh bien, alors la même indication était donnée par les instruments, comme si l'avion était parfaitement aligné avec le bon signal. Et cela pourrait se produire si un court-circuit ou une coupure de signal se produisait entre la sortie du récepteur et l'instrument, par exemple. La plupart des récepteurs NAV avaient été modifiés pour afficher un drapeau de défaillance si cela se produisait, mais pas tous. Comme je l'ai dit, cela avait été souligné en 1975, et dans le cas des unités non surveillées, Collins 5 en RV, 2 Bravo. Il avait été conseillé que les variantes 1.08 soient mises à niveau vers les variantes 1.09 à la place, qui n'avaient pas ce problème. Mais en 1984, tous les opérateurs n'avaient pas vraiment suivi ce conseil. Douglas a également envoyé une lettre à tous les opérateurs soulignant la possibilité d'une indication de pente de descente ou de localisateur gelé. Ils avaient supposé que toutes les variantes de Collins avaient été mises à niveau après cette note de 1975 et n'avaient donc pas inclus ces récepteurs dans le groupe de récepteurs affectés. Les dangers de ces indications gelées ont également été davantage soulignés lors d'un séminaire en 1985 aux États-Unis auquel des pilotes d'Alitalia avaient effectivement assisté. Mais peu d'informations sur cette menace particulière avaient alors filtré jusqu'aux pilotes de ligne.
Il faut noter que les approches étaient normalement effectuées avec l'unité NAV en mode approche, chaque pilote recevant des informations de ses propres récepteurs NAV, et dans ce cas, il y avait aussi un comparateur actif entre les instruments qui déclencherait une alerte si les deux pilotes recevaient des signaux significativement différents sur leurs instruments. Cela signifiait que le risque d'un tel échec était jugé assez faible. Quoi qu'il en soit, ceci n'était que des informations de fond importantes à connaître à mesure que nous avançons dans cette histoire. Lorsque l'avion est arrivé sur le stand 16 à l'INAT, le commandant de bord a appelé les ingénieurs de maintenance et leur a signalé que le changement du récepteur NAV n'avait pas fonctionné. La panne était revenue, mais cette fois-ci du côté opposé, ce qui était en quelque sorte prévisible. En réponse à cela, les ingénieurs ont décidé d'échanger les deux récepteurs NAV et ils ont fini par installer un récepteur King, un KNR 6030 dans l'emplacement NAV1 et un Collins 51RV2 Bravo dans NAV2. Les deux étaient du type non-moniteur, quelque chose dont les pilotes n'avaient évidemment aucune idée. Quoi qu'il en soit, une fois cette commutation terminée, les ingénieurs ont suivi la séquence de tests nécessaire après chaque installation d'un nouveau récepteur NAV, et cela signifiait qu'ils ont vérifié la fonction des deux boîtes par rapport au VOR de l'INAT ainsi qu'au localizer de l'INAT. Mais en raison de l'emplacement du stand où se trouvait l'avion, ils n'ont pas pu tester la réception du signal de la pente de descente ILS. Après avoir réussi tous les autres tests, l'avion a été remis en service, cette fois avec une note pour les pilotes dans le journal technique, leur demandant de réaliser une approche automatique à destination afin de réactiver le statut de catégorie 3 de l'avion. C'était important car le brouillard était maintenant prévu sur le trajet de retour de leur 4e vol. Les pilotes ont simplement pris note de cette information et ont ensuite continué avec leur préparation. Le copilote, qui allait être le pilote en fonction pour Zurich, a procédé au briefing de départ. Parallèlement, les 40 passagers réservés sur le vol ont été accueillis à bord par l'équipage de cabine. En tout, il y avait 46 personnes à bord lorsque le vol Alitalia 404 a commencé à rouler pour le départ pour la piste 3-6 droite. À 18h, 36h locale, le copilote a stabilisé les moteurs puis a déplacé les leviers de poussée sur le réglage de poussée de décollage, ce qui a fait rugir le puissant DC-9 sur la piste. Le décollage et le départ ont ensuite été effectués, apparemment sans aucun problème avec l'équipement de navigation. La montée se poursuivit dans le ciel nord, presque obscur, l'avion atteignant bientôt son altitude de croisière prévue, soit le niveau de vol 200, environ 20 000 pieds. Juste assez haut pour survoler en toute sécurité les sommets des Alpes entre Milan et Zurich, mais pas plus haut en raison de la courte durée prévue du vol. Et à cause de cela, seulement environ 2 minutes après que l'avion ait atteint son altitude de croisière, le commandant de bord a activé la fréquence VOLMET. Le vent de surface à Zurich a été signalé à 240 degrés à 8 nœuds. Le commandant de bord a supposé qu'il devrait faire un tour pour atterrir sur la piste 28 au lieu d'atterrir directement avec l'instrument Landing System sur la piste 14 comme prévu initialement. Mais quelques minutes plus tard, ils ont également pu écouter les informations Automatic Terminal Information Service qui indiquaient que la piste 1-4 était toujours en service pour l'atterrissage. Même si cela était le cas, l'enregistreur vocal du cockpit a tout de même montré que le commandant de bord insista pour inclure la manœuvre de virage relativement complexe dans le briefing d'approche. Je ne suis pas contre la préparation mentale à toutes les éventualités, surtout que le vent approchait ici 10 nœuds de vent arrière. Mais il est également important de garder le briefing d'approche aussi bref et pertinent que possible, car le briefing joue un rôle vraiment important dans la création d'une image mentale de la procédure qui va être effectuée. Désormais, les échanges dans le cockpit se déroulaient en italien, mais le rapport traduit révélait une nette impression d'un fort gradient de pouvoir au sein de l'équipage, le commandant de bord adoptant une sorte de ton instructif envers le copilote. Cela n'aurait probablement pas été si rare au début des années 90, mais nous verrons bientôt pourquoi. Cela dit, cependant, il semblait y avoir quelques raisons derrière l'attitude instructive du commandant de bord ici. Le copilote a continué ce briefing, mais il semble qu'il regardait la mauvaise carte d'approche puisqu'il a lu la hauteur de croisement du marqueur externe pour la piste 16 au lieu de la piste 14 qu'il visait réellement. Une longue discussion a eu lieu sur la procédure à suivre en cas de perte de communication, ce qui est rarement une bonne utilisation du temps lors d'un vol court comme celui-ci.
Ce temps aurait été mieux employé à vérifier correctement à quelle altitude et distance la trajectoire de descente devait être interceptée, ainsi que la véritable hauteur de passage du marqueur extérieur. Vous voyez, en général, suivre un ILS est assez simple. Les instruments HSI et le directeur de vol afficheront l'indicateur de localisation et de pente, ainsi que la manière de les suivre. Et si tout semble correct, il devrait rarement y avoir de véritables problèmes. Mais il y avait, bien sûr, eu des cas rares où des fausses trajectoires de descente avaient été capturées. Une méthode pour vérifier que ce n'était pas le cas a également été mise en place. La façon la plus simple était de s'assurer que l'avion soit à la bonne altitude et distance lors de l'interception de la pente de descente. Et ensuite, surveiller le taux de descente, qui devrait normalement rester entre 700 et 900 pieds par minute. Il fallait également effectuer une vérification croisée de l'altitude de la pente de descente au marqueur extérieur ou à une distance équivalente. Encore une fois, pour s'assurer que les instruments indiquaient correctement. Mais ici, un autre problème se pose, lié aux altimètres installés sur ce DC-9 en particulier. Vous voyez, ils utilisaient un cadran de montre avec un affichage indiquant des centaines de pieds entre 1 et 9 et un pointeur sur un tambour intérieur pour indiquer les milliers de pieds. Bien que logique, ce petit tambour forçait les pilotes à consulter leurs altimètres en deux étapes distinctes. Une fois pour les centaines de pieds et une fois pour les milliers. Et à cause de cela et de la petite échelle du tambour, ces altimètres s'étaient déjà révélés très sujets à des lectures erronées par les pilotes. C'est un détail qui mérite d'être retenu. L'avion a amorcé une descente rapide, puis a contacté le contrôle de Zurich qui leur a demandé leur direction actuelle. Lorsqu'ils ont répondu qu'ils volaient à 350 degrés, le contrôleur aérien leur a demandé de tourner légèrement à gauche à 340 degrés. Ensuite, poursuivez la descente jusqu'au niveau de vol 140. Pendant la descente, le commandant de bord a récupéré les dernières informations Automatic Terminal Information Service Information ECHO, qui confirmaient que l'ILS de la piste 14 était opérationnel. Avec un vent de 250 degrés, 7 nœuds, une visibilité de 10 km dans la brume avec quelques nuages à 1500 pieds et des nuages épars à 3000 et 4000 pieds. En d'autres termes, un temps assez clair. Les pilotes continuent à discuter de l'approche en détail. Et ils ont rapidement été transférés au contrôleur d'approche, qui leur a demandé de descendre d'abord au niveau de vol 100. Le commandant de bord a répété cela et vers 19 heures, le copilote a demandé s'il devrait faire une approche catégorie 2 d'entraînement comme les ingénieurs l'avaient demandé. Le commandant de bord a accepté cela car il devait encore tester le système afin de ramener l'avion au statut catégorie 3 pour le vol retour. Mais, curieusement, il n'y eut alors aucune discussion sur la façon de voler cette approche, ni sur les procédures spéciales qui y étaient associées, à l'exception des minima que les pilotes ont bien réglés. Lors d'une approche de catégorie 2 en vol, il faut généralement effectuer davantage d'appels et suivre des procédures supplémentaires. Et cela aurait été beaucoup plus pertinent à discuter que la perte de procédures de communication et d'autres petits détails sur lesquels ils s'étaient concentrés jusqu'à ce point. Donc, en somme, l'impression que j'ai eue de cet équipage était qu'ils étaient peut-être un peu distraits et ne suivaient pas vraiment leurs procédures opérationnelles à la lettre, mais ils ont également largement maintenu une attitude assez professionnelle et ont principalement discuté uniquement de choses opérationnelles alors que la descente se poursuivait. Il semble également qu'à ce moment-là, le copilote ait finalement réalisé qu'il avait regardé la mauvaise carte d'approche, car ses minima de catégorie 2 ne correspondaient pas à ceux du commandant de bord. Et cela a ensuite conduit à une discussion supplémentaire sur la procédure d'approche manquée, qu'il avait préparée pour la mauvaise piste et que le commandant de bord avait simplement mal compris. Il est à noter que nous évitons, dans la mesure du possible, de faire des briefings pendant la descente. Et c'est parce que cela peut causer pas mal de distractions, surtout dans des environnements chargés, avec beaucoup de trafic et de terrain autour, ce qui était certainement le cas ici. Maintenant, il n'est pas toujours possible d'éviter cela, surtout lors de vols courts, mais si cela doit être fait, cela doit être correct et concis. On a demandé à l'avion de se diriger vers un cap de 325 degrés pour l'approche Instrument Landing System piste 14 et de descendre au niveau de vol 9-0. Et environ 2 minutes plus tard, l'avion a dépassé l'aéroport où le commandant de bord a annoncé « Nous passons à la hauteur de Kloten au niveau de vol 9-0, on nous maintient en altitude ». Et c'est important de le souligner car cela nous donne une compréhension de la conscience situationnelle du pilote ici. Rappelez-vous, il n'avait reçu aucune information sur le nombre de miles de suivi radar qu'il pouvait attendre. Le commandant de bord ne pouvait donc pas déterminer leur altitude à cet instant.
Mais comme ils percevaient qu'ils étaient hauts, cela a probablement eu un impact sur ce qui allait bientôt se passer. Lorsque l'avion avait descendu en dessous du niveau de vol 100, le copilote avait réduit la vitesse à 250 nœuds, comme le stipulent les règles. Mais même s'il a fait cela, le commandant de bord a bientôt commencé à lui dire de ralentir encore plus. Une vitesse élevée à ce stade signifierait qu'il s'éloignerait encore plus de l'aéroport. Encore une fois, le ton utilisé par le commandant de bord ici était clairement instructif, mais ce n'était pas un vol de formation, donc il est probable que le copilote n'ait pas vraiment apprécié cela. Le contrôleur d'approche est intervenu rapidement, leur demandant de réduire leur vitesse à 210 nœuds et de descendre au niveau de vol 60. Il est probable qu'il ait essayé de les intégrer dans le schéma d'arrivée, qui était très chargé, avec plusieurs autres vols recevant des vecteurs radars en même temps. L'équipage a exécuté la procédure et a décidé que l'antiglace n'était pas nécessaire après une brève discussion. Le commandant de bord a ensuite souligné un élément qui allait s'avérer crucial. Il dit soudainement que le marqueur extérieur était à 1200 pieds et pouvait être identifié à une distance de 3,8 miles du VOR de Kloten. Maintenant, l'altitude de croisement correcte était en réalité de 1248 pieds QFE, c'est-à-dire au-dessus de l'aéroport, et la distance était de l'ILS, pas du Kloten VOR. Mais le commandant de bord a probablement juste arrondi l'altitude puis mal lu l'identifiant. Et cette vérification d'altitude allait bientôt devenir cruciale. Il est probable que le commandant ait souligné cela puisque le copilote avait précédemment fait un briefing à partir de la mauvaise carte d'approche, et donc il vérifiait maintenant essentiellement tout avant le début de l'approche. Nous ne savons pas vraiment, mais nous savons que les deux pilotes étaient conscients de l'importance de cette hauteur minimale à 3,8 miles. Il convient également de souligner que la procédure chez Alitalia à l'époque était que le pilote surveillant, le commandant dans ce cas, règle le QFE, c'est-à-dire le réglage de la pression ajustée pour montrer l'altitude au-dessus de l'aérodrome. Et le pilote en fonction garderait alors le QNH, c'est-à-dire le réglage de la pression indiquant l'altitude au-dessus de la mer jusqu'à l'approche finale où il réglerait également le QFE. C'était une procédure complexe de réglage d'altimètre, rarement utilisée de nos jours. Maintenant, nous utilisons tous le QNH tout le temps afin de minimiser le risque de faire des erreurs. 2 minutes plus tard, le contrôleur d'approche a demandé à l'avion de tourner à droite pour prendre un cap de 070 degrés, ce que le commandant de bord a répété. Et cela signifiait qu'il commençait maintenant à recevoir des vecteurs sur une branche de base pour l'approche à venir. 1 minute plus tard, le contrôleur leur a demandé de descendre à 4000 pieds et de virer à droite cap 110 degrés. Et qu'ils étaient maintenant autorisés pour l'approche ILS pour la piste 14 sur ce cap. Et maintenant, plusieurs choses critiques se sont produites très rapidement. Tout d'abord, les 4000 pieds auxquels ils avaient été autorisés à descendre, selon la carte, devaient être maintenus jusqu'à une distance de 8 miles de l'ILS. C'est là que la bonne pente de descente serait interceptée, et donc le point le plus tôt où une descente d'approche pourrait commencer. Mais la façon dont le pilote automatique du DC-9 fonctionnait lorsque le mode d'approche était activé et qu'une pente de descente ILS était détectée, c'est qu'il commencerait à descendre à 700 pieds par minute pendant 10 secondes, puis se couplerait avec la pente de descente détectée. L'équipage avait configuré leur radio NAV de la manière suivante. Le copilote avait réglé le VOR de Kloten sur son récepteur NAV2 avec un cap de 138 pour l'éventuelle approche manquée. Et le commandant de bord a réglé son récepteur NAV numéro 1 sur l'ILS et le cap entrant de 138 degrés. Vous rappelez-vous de l'unité de commutation NAV que j'ai mentionnée plus tôt? Eh bien, lorsque le DAB1 avait été sélectionné pour l'approche, le NAV2 s'accorderait automatiquement sur la fréquence ILS de NAV1, mais il afficherait toujours la fréquence VOR prête en cas d'approche manquée, et le DME2 utiliserait également la distance à partir du VOR, pas de l'ILS. Mais cela signifiait aussi que les deux récepteurs afficheraient maintenant indépendamment les signaux ILS au pilote, avec le comparateur prêt à émettre un avertissement en cas de toute différence entre eux. Et quelque chose s'était passé à l'intérieur du récepteur NAV numéro 1. Nous ne saurons jamais exactement quoi, mais pour une raison inconnue, possiblement un court-circuit. L'indicateur de pente de descente côté commandant de bord recevait un signal nul, mais le localisateur fonctionnait correctement.
Et comme ce récepteur particulier n'avait pas d'indicateur d'alerte lorsque cela se produisait, le résultat était que, tandis que le localisateur s'activait correctement et montrait à l'avion comment il se rapprochait de la ligne centrale, la pente de descente était également montrée à tort comme centrée, c'est-à-dire sur la pente de descente sans aucun drapeau associé. Mais le récepteur NAV du copilote n'avait pas de tel problème. Donc, alors qu'il montrait également le localisateur qui arrivait, l'indicateur de pente de descente était caché en haut, hors de vue, puisqu'ils étaient encore loin de la véritable pente de descente. Souvenez-vous que j'ai mentionné plus tôt l'impression du commandant de bord qu'ils étaient maintenus en altitude? Eh bien, il est probable qu'il ait encore ce sentiment au fond de son esprit à ce moment-là. Donc, quand il a regardé ses instruments et a vu qu'ils étaient juste sur la descente, cela aurait probablement eu du sens pour lui. Même si la distance DME affichée aurait été bien supérieure aux 8 miles où l'interception aurait dû avoir lieu. Simultanément, le sélecteur du directeur de vol était sur normal affiché comme NLARM sur le panneau de contrôle de mode. Comme prévu, le comparateur a maintenant ressenti la différence entre le HSI gauche et le HSI droit et a donc activé le voyant d'alerte du comparateur. Cela a incité le copilote à demander « Avez-vous la descente ?» À quoi le commandant de bord a répondu « Sur un ». Il faisait sûrement référence au fait qu'il pouvait voir ce qu'il pensait être l'indication de la pente de descente sur ses instruments. 5 secondes plus tard, le copilote ajouta « Je ne l'ai pas », puisque la trajectoire de descente, correctement de son côté, n'avait pas encore commencé à s'afficher, ce qui poussa le commandant de bord à dire enfin « Bien, faisons-le sur un ». Cela me donne littéralement la chair de poule quand je raconte cette histoire. Parce que c'est exactement le moment où les derniers trous du modèle du fromage suisse ont commencé à s'aligner. Le copilote a maintenant accepté ce que le commandant venait de suggérer et lui a dit de basculer l'unité de commutation NAV sur la radio 1 au lieu de la garder sur l'approche. Et cela ordonna immédiatement à tous les 4 instruments de navigation de commencer à prendre leurs informations du récepteur NAV, un défectueux. Et comme il montrait toujours cette pente de descente centrée, c'est ce qui est maintenant apparu du côté du copilote également, et l'avertissement comparatif a disparu. Si vous trouvez cela fou, je suis d'accord. Je ne comprends pas comment un tel système peut être autorisé à fonctionner ainsi. Mais il est probable que les approches n'auraient dû être effectuées qu'avec le mode d'approche réglé. Et cette réaction instinctive de simplement passer l'unité à 1 était juste un moyen de fournir une solution rapide à une situation extrêmement confuse. Le problème était bien sûr que même si cela semblait résoudre le problème, la seule chose qu'il a vraiment fait, c'était d'agrandir un petit problème tout en permettant au système de le masquer presque complètement. Le copilote a demandé de sélectionner les volets 15 et d'armer l'ILS sur le pilote automatique. Cela a causé un changement immédiat du taux de descente du pilote automatique, passant de 1150 pieds par minute, tel que sélectionné en mode vitesse verticale auparavant, à 700 pieds par minute, conformément à la logique de capture de la trajectoire de descente. Simultanément, il a aussi capturé le localisateur après un léger dépassement à gauche de la ligne médiane. Le problème était que l'avion se trouvait à une altitude de 1500 pieds en dessous de la trajectoire de descente prévue. Quelque chose que l'équipage aurait dû remarquer s'ils avaient regardé le DME qui montrait encore plus de 12 miles, pas les 8 miles où l'interception de la trajectoire de descente aurait dû se produire. Et ici, il vaut la peine de parler un peu de comment les pilotes devraient gérer les indications étranges et les signaux d'échec inattendus dans le cockpit. Quand quelque chose se passe que nous ne comprenons pas ou que nous attendons, il est super important de se demander pourquoi, puis d'essayer méthodiquement de comprendre avec quoi nous avons affaire. La meilleure façon de procéder est que le pilote en fonction continue de se concentrer sur le pilotage de l'avion et demander simplement au pilote surveillant d'indiquer la défaillance. Cela devrait alors inciter le pilote surveillant à commencer à regarder toutes les indications et à essayer de déterminer quels systèmes sont impliqués. S'il existe des listes de contrôle d'urgence, suivez-les. Cela peut signifier qu'une autorisation d'approche doit être annulée et que l'avion doit prendre une attente ou demander des vecteurs de retard. Mais il vaut toujours mieux faire cela plutôt que de continuer sans se poser de questions et espérer que tout ira bien. Dans ce cas, un léger retard aurait permis au commandant de comparer les indications de son HSI avec celles du copilote. Et avec l'indication de distance DME, cela lui aurait probablement montré que son indication de pente de descente était la mauvaise.
Cela aurait été particulièrement prudent à faire ici, puisqu'il y avait eu des travaux récents sur les radios de navigation. Et si cela avait été fait, cette approche aurait probablement pu continuer en utilisant les instruments du copilote, puis en vérifiant de près les distances par rapport aux altitudes. Il est clair qu'une approche de catégorie 2 n'était pas possible avec cette panne, mais l'équipage n'a même pas abordé cette question. Le commandant de bord a annoncé la capture du localisateur et de la trajectoire de descente sur le volet 15. Donc nous sommes sur le faisceau, un peu hors trajectoire, mais faisant référence au léger dépassement qu'ils pouvaient tous deux voir, l'avion étant maintenant bien établi sur la trajectoire de descente. Le copilote a aussi réglé son altimètre au QFE de 970 hectopascales et l'a annoncé au commandant de bord. L'avion descendit rapidement à travers 3700 pieds, ce qui déclencha un avertissement d'altitude puisque l'altitude MCP était toujours réglée à 4000 pieds. Et le commandant de bord a simplement répondu à cette alerte en disant « J'annule et règle à 5000 pieds », se référant à l'altitude de remise en vol. Toutes ces actions ensemble confirment que l'équipage était maintenant convaincu qu'il suivait correctement les indications ILS ici. Et le fait que le localisateur était clairement correct aurait probablement renforcé ce sentiment. C'est en fait un excellent exemple de biais de confirmation, où quelqu'un choisit de privilégier les informations qui confirment sa compréhension d'une situation et ignore ensuite tout ce qui s'y oppose. Comme le fait qu'ils étaient clairement beaucoup plus loin de la piste qu'ils ne le devraient, et qu'ils avaient reçu cet avertissement de comparateur avant de passer à la radio NAV1. Malgré tout, l'avion a poursuivi sa descente, maintenant une altitude d'environ 1200 pieds sous la pente de descente normale. Et bien que ce ne soit pas idéal, cela n'aurait probablement pas constitué un problème majeur si ce n'était pour quelques autres facteurs très malheureux ici. Vous voyez, le terrain autour de Zurich est assez élevé et à environ 5 miles en finale pour la piste 1-4, il y avait une petite montagne connue sous le nom de Stadlerberg. Cette colline n'était pas assez haute pour causer de vrais problèmes si la pente de descente normale était maintenue. Mais si un avion volait bien en dessous de la trajectoire de descente, cela pouvait causer deux problèmes différents. Premièrement, le DME, ou signal de distance, pourrait être interrompu, rendant difficile la vérification d'altitude requise dont j'ai parlé précédemment. Et deuxièmement, pendant l'obscurité, si l'avion volait suffisamment bas, la montagne pourrait effectivement bloquer la vue de la piste. Le Stadlerberg était à ce moment-là complètement éteint, sans lumière d'obstacle. Il apparaîtrait alors simplement comme une énorme ombre noire devant l'avion, un phénomène connu sous le nom d'effet de trou noir. Maintenant, cette montagne était clairement indiquée sur les cartes d'approche officielles AIP pour Zurich, mais Alitalia utilisait ses propres versions légèrement simplifiées de ces cartes où les caractéristiques du terrain sur la vue de profil avaient été supprimées. Au moment où le commandant de bord a réinitialisé l'altitude MCP à 5000 pieds, le train d'atterrissage a probablement aussi été baissé, mais il n'y a eu aucune annonce à ce sujet dans le cockpit. Nous savons qu'il a dû descendre ici, car lorsque le copilote a demandé la sélection des volets 25, il n'y a eu aucun avertisseur sonore, ce qui serait arrivé si le train d'atterrissage était encore relevé. Si le commandant de bord a sélectionné le train d'atterrissage ici, cela correspond à ce qu'il a fait ensuite, disant au copilote de continuer à réduire la vitesse car il se rapprochait trop du trafic devant eux, en finale. Il a ensuite annoncé que le contrôle du marqueur extérieur devait se faire à 1250 pieds, ce qui était correct. Mais à ce moment-là, ils étaient déjà en train de descendre à travers 1600 pieds avec encore plus de 4 miles restants jusqu'à l'emplacement du marqueur extérieur. Certains d'entre vous pourraient se demander pourquoi l'ATC était présent ici, et c'est une question pertinente. Normalement, le contrôleur d'approche devrait confirmer avec l'équipage qu'ils étaient établis sur l'ILS si l'équipage ne le signalait pas lui-même. Mais à l'époque, il n'y avait aucune exigence spécifique pour que le contrôleur surveille l'altitude de l'avion une fois qu'il avait été autorisé à suivre l'ILS. Et dans ce cas, même si l'équipage n'a jamais formellement signalé qu'ils étaient stabilisés, ils n'ont pas non plus été interrogés à ce sujet. Cela n'aurait probablement pas fait grande différence, car l'équipage l'aurait probablement simplement confirmé. Il n'y avait pas d'alerte de basse altitude pour avertir le contrôleur si un avion descendait sous l'altitude d'approche sécuritaire, un système présent dans la plupart des grands aéroports aujourd'hui. Ainsi, la combinaison de tous ces facteurs a maintenant conduit à un seul système d'alerte restant entre l'avion et la catastrophe, et c'était le système d'avertissement de proximité du sol, auquel je reviendrai sous peu.
Dans tous les cas, l'avion a continué à descendre le long de la mauvaise pente, restant constamment environ 1200 pieds en dessous de la vraie descente. Puisque le pilote automatique continua simplement à descendre à 700 pieds par minute, selon sa logique, les copilotes ont vite demandé « voler 50 », c'est réglé, les volets d'atterrissage prévus, rapidement sélectionnés par le commandant de bord. Et à ce stade, ils ont également passé 8 miles, ce qui était l'endroit où ils étaient censés descendre de 4000 pieds ou 2598 pieds sur leur altimètre réglé sur QFE, mais leur hauteur réelle à ce point était maintenant d'environ 1100 pieds. Et maintenant, les premiers signes de doute pourraient éventuellement être remarqués par l'équipage, car le commandant de bord a soudainement annoncé « Il reste environ 3,8 miles jusqu'au marqueur extérieur, à quel point ils devraient être presque 150 pieds plus haut que ce qu'ils étaient maintenant. » Et à ce moment, à 19h10 et 27 secondes, le copilote a ensuite demandé s'ils avaient déjà passé le marqueur extérieur, ce qu'il a ensuite répété quelques secondes plus tard. Et il a probablement posé cette question à cause des indications d'altitude étranges qu'il voyait maintenant. Mais le commandant de bord a seulement répondu que ça n'avait pas encore changé. Cela signifiait sûrement qu'il voyait qu'ils étaient encore hors de la position du marqueur. Même si c'était une manière un peu étrange de le dire. Il a également suivi cette remarque en disant qu'ils étaient toujours à 7 miles. Probablement dans le cadre d'une analyse de ce qu'il voyait, car cela avait de moins en moins de sens pour lui. Mais l'indication ILS apparemment correcte a probablement maintenu la conscience situationnelle de l'équipage focalisé ici. Et au moment même où le commandant de bord a entamé une recherche sérieuse de la cause du problème, il a été interrompu par un appel du contrôleur d'approche qui leur a dit de réduire la vitesse à leur discrétion et de passer à la fréquence de la tour d'un 1,8 décimal 1. Et cet appel a probablement interrompu le commandant de bord dans ses doutes. Ils étaient maintenant en dessous de 1000 pieds, toujours bien en dehors de la position du marqueur extérieur avec le Stadlerberg se dressant devant eux comme une énorme ombre noire. Et ceux d'entre vous qui ont fait attention auraient remarqué que le temps n'était pas si mauvais que ça. Donc à ce stade, ils auraient dû sortir des nuages et donc être en mesure de voir à quelle altitude ils se trouvaient. Mais parce qu'ils étaient maintenant si loin en dessous de la trajectoire de descente, ils auraient pu en fait pénétrer dans des nuages bas venant de la montagne elle-même. Et dans tous les cas, les feux d'approche et de piste étaient maintenant tous cachés derrière la montagne. Et le système GPWS alors, le Ground Proximity Warning System, il devrait sûrement s'activer dans une situation comme celle-ci, non? Tout d'abord, cet avion était équipé de l'ancien type de GPWS, qui réagissait principalement au taux de rapprochement avec le terrain et ne possédait pas de base de données de terrain intégrée, comme c'est le cas des avions d'aujourd'hui. Deuxièmement, le train d'atterrissage étant sorti, les volets étaient en configuration d'atterrissage. Ce système aurait été programmé pour s'activer uniquement pour les critères suivants. Mode 1. Des taux de descente excessifs que l'avion n'avait pas puisqu'il descendait avec 700 pieds par minute. Mode 2 Bravo qui comprenait un taux de fermeture de terrain excessif mesuré à partir de l'altimètre radio. Et dans ce cas, cela aurait dû être plus de 4000 pieds par minute. Mais comme la montagne était toujours devant eux, cela ne s'appliquait pas ici non plus. Et enfin, le mode 5, qui aurait mis en évidence l'avion volant excessivement en dessous de la trajectoire de descente. Mais comme ce mode était connecté à l'instrument ILS, qui montrait que l'avion suivait parfaitement la trajectoire de descente, il ne s'est pas non plus activé. À ce stade, toutes les barrières de sécurité technique ont été franchies. Et il ne restait plus qu'une seule, les pilotes eux-mêmes, le seul système à bord capable de s'auto-calibrer et donc éventuellement d'empêcher une catastrophe de se produire. Et ces pilotes commençaient vraiment à ne pas aimer ce qu'ils voyaient. À 19h, 10 minutes et 56 secondes, on entendit le commandant de bord dire « Ça n'a pas de sens pour moi ». Suivi par la réponse du copilote « Moi non plus ». Une seconde après, le commandant a crié « Tirez, tirez, tirez », suivi du son de la déconnexion du pilote automatique. Cela semble bien, mais malheureusement, ce n'était probablement pas parce que le commandant avait compris à quel point la situation était réellement critique. Il est plus probable qu'il regardait son altimètre, qu'il voyait 300 pieds sur le cadran, et qu'il ait mal lu la partie tambour en pensant être au-dessus de 1000 pieds plutôt qu'en dessous. Cela signifie qu'ils pensaient probablement qu'ils étaient à 1300 pieds et voulaient donc simplement tirer sur le manche pour stabiliser l'avion un instant, jusqu'à ce qu'il passe le marqueur de 4 miles à la bonne altitude.
Maintenant, un rapide coup d'œil à son altimètre radio aurait montré que l'avion était effectivement à environ 350 pieds ici, avec la montagne qui approchait rapidement, mais cela ne s'est pas produit. Quoi qu'il en soit, le copilote en avait assez désormais. Et alors que l'avion passait environ 6 miles, il a initié une remise en vol avec le commandement clair « Remise en vol !» tout en commençant à avancer les leviers de poussée et à incliner l'avion jusqu'à environ 5,4 degrés. Plus tard, l'analyse a montré que si cette remise en vol avait été autorisée à se poursuivre, l'avion aurait pu juste franchir la montagne, mais malheureusement, le commandant de bord est maintenant intervenu. Rappelez-vous, il pensait toujours qu'ils étaient juste un peu trop bas. Il lança alors « Non, 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 récupère la pente », probablement en regardant encore son indication erronée de pente de descente devant lui. Et peut-être en raison du fort gradient de cockpit mentionné précédemment. Le copilote a maintenant obéi et a baissé le nez. Quelques secondes plus tard, le commandant de bord demanda « Tu peux le tenir ?» Ce à quoi le copilote répondit « Oui ». Et cela a été immédiatement suivi par l'altimètre radio, avertissant qu'il n'était maintenant qu'à 200 pieds au-dessus du sol. Les derniers mots enregistrés sur le magnétophone de bord furent ceux du commandant de bord disant « Attends, essayons ». Avant qu'à 19h, 11 minutes et 19 secondes, l'avion ne percute violemment le versant nord du Stadlerberg, se brisant en morceaux et provoquant un incendie intense qui coûta la vie aux 46 personnes à bord. Aucun appel radio n'ayant été fait, le trafic vers Zurich a continué normalement, tandis que le contrôleur tentait de déterminer où le vol 404 avait disparu. On leur avait demandé de changer de fréquence, mais ils n'avaient jamais rétabli le contact. Cependant, un avion en approche a rapidement signalé un grand feu sur la trajectoire d'approche en dessous, révélant la douloureuse vérité à tous. L'aéroport a été immédiatement fermé et tout le trafic a été redirigé. Mais au moment où le personnel de secours a pu atteindre le lieu de l'accident, il n'y avait absolument rien qu'il pouvait faire. L'enquête sur l'accident fut lancée immédiatement et se concentra assez rapidement sur les éléments que je viens de vous décrire. Les causes de l'accident ont été jugées être une fausse indication sur l'unité Very High Frequency NAV1, aggravée par une possible mauvaise lecture de l'altimètre du commandant de bord. Le fait que cette défaillance n'ait pas été remarquée par les pilotes a été causé par une analyse de défaillance inadéquate lorsque l'alerte du comparateur s'est déclenchée. Ensemble avec le non-respect des procédures d'approche et une coordination d'équipage moins que parfaite. Le fait que le commandant de bord ait ensuite interrompu la décision du copilote d'effectuer une remise de gaz a probablement conduit directement à l'impact final. Cet accident a conduit à plusieurs recommandations vraiment importantes qui résonnent encore dans la communauté des pilotes aujourd'hui. L'une des évidences était que l'équipement de navigation sans surveillance adéquate en cas de défaillance ne devrait pas être autorisé. Il en allait de même pour ces altimètres à aiguilles rotatives, qui avaient déjà été prouvés comme étant sujets à une mauvaise interprétation de l'équipage même avant ce vol. 13 autres recommandations ont été ajoutées concernant le contrôle du trafic aérien, les cartes utilisées et d'autres aspects. Mais le point le plus important soulevé était que si une remise des gaz a été initiée par n'importe quel pilote dans une situation où la position est douteuse, elle doit être menée à terme sans poser de questions. Et si vous êtes un pilote qui regarde cette vidéo, c'est ce que je veux que vous reteniez. Regardez cette vidéo ensuite, qui est vraiment, vraiment intéressante. Je vous le promets. Mon nom est Peter Hernfeldt et vous regardez Mentour Pilote. Passez une excellente journée. À la prochaine. Au revoir.